Ok. Bon, j'ai pas prévu de vous mettre de musique pendant la phase d'attente, et pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque. Euh, c'est quand même comment dire, une occupation, enfin, plutôt une activité plutôt intéressante. On va se donner. Moi, j'aime pas trop le retard. Je sais que dans tous les départements de France et dans le mien, en Charente, on parle toujours d'un quart d'heure charentais. J'ai essayé de comprendre, moi qui ne suis pas charentais, depuis quand ils avaient eu cette invention. Visiblement, elle s'est installée durablement quand même. Elle n'existait pas trop dans les années 90, on n'en parlait pas trop. Et puis, c'est devenu quelque chose comment dire, de récurrent. Euh, mais moi, j'aime pas parce que c'est toujours une excuse pour les gens qui sont pas organisés, puis un mépris pour ceux qui sont, qui sont prêts. Donc voilà, voilà. Donc, de toute façon, Carole Repars vient de vous le dire, on va, comment dire, le webinaire est enregistré, ce qui veut dire que nous, après, on le met à disposition des collectivités et surtout, on a la capacité à rappeler qu'il est disponible et sur toutes les bonnes choses que nous allons entendre ce matin et les éléments pertinents et rassurants sur cette thématique seront disponibles. On en reparlera notamment en octobre, à la mi-octobre, on se retrouve à Toulouse pour notre convention de l'intercommunalité. Alors, comme j'ai jamais les dates en tête, je vais regarder rapidement. À moins que Carole, vous les ayez plus que moi, je me rappelle plus si c'est la semaine du 16 ou la semaine du 9. Il me semble que c'est du Alors, 8 au c'est 10. 8, 9, Ouais. voilà, 10. C'est ça, voilà, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Donc, il faut garder le. OK. Euh, Carole, pour la salle d'attente, Ouais. Euh, vous me dites, c'est vous qui donnez le départ et je ferai le cadrage rapidement. Bon, on a pris des risques quand même en organisant. On sait que le mois de juin, localement, c'est toujours un mois d'intense activité, comme si la promesse de l'été qui arrive et du repos qu'on va avoir nous obligeait à en faire un peu plus comme ça pour être sûr de boucler certaines choses. C'est aussi de la vie sociale avec plein de choses. Et puis, c'est aussi, on le vit avec le climat, des moments où on doit s'adapter. Et là, c'est particulièrement vrai. On a vécu quand même quelques heures de chaleur qui nous interpellent d'ailleurs sur ce qu'on a à disposition pour faire mieux que de l'isolation performante. On a quand même vécu ça. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de démarrer. Moi, je voulais insister sur le fait que l'énergie, ça restera le marqueur des collectivités locales et notamment des élus qui ont terminé ce mandat en 2026. On a eu effectivement les crises autour du prix après la guerre en Ukraine. On a eu aussi euh, ce qui est tombé d'en haut, mais qui nous a obligés à faire un travail qui n'avait jamais été prévu, notamment à l'échelle communale, que sont la planification des aides ENR, avec, pour les opérations réussies, le plus souvent un soutien fort des intercos qui ont montré à quel point on pouvait aller très vite dans la perception des enjeux des consommations et de la production énergétique. C'était plutôt intéressant. Bon, on ne va pas se cacher quand même qu'on est aussi à aujourd'hui dans une situation un peu particulière, puisque vous avez sans doute tous noté que un projet de loi Grémillet à l'Assemblée nationale a fait en sorte que sur le coup d'un amendement de l'extrême droite, on se retrouve avec l'idée d'un moratoire sur les ENR solaires et éoliennes, tout en parlant d'ailleurs d'un mix énergétique qui verrait du nucléaire avec de. Donc, on verra dans les jours prochains ce que ça va donner en séance. Et puis surtout, je le dis parce que ça va être le cas dès le début de l'année prochaine, la fin de l'Arenh. Et donc une autre vision aussi de ce que peut être l'énergie et vraisemblablement donc une hausse du prix de l'électricité notamment parce que c'est un peu le marché tel qu'il se conçoit. Donc dans ces conditions-là, l'énergie un fait marquant, mais aussi, et on se le disait juste avant de démarrer la séance, un nouveau mot qui rentre dans les pratiques des collectivités, interpellé soit par les citoyens, soit par des élus qui eux-mêmes avaient des choses en tête ou des services qui avaient de bonnes idées, le terme d'autoconsommation qui arrive, ce qui est quand même totalement contradictoire avec ce qu'on a vécu pendant des décennies, et notamment depuis l'après-guerre, avec un réseau électrique très centralisé, une production électrique assurée par des grosses centrales,
et donc un désintéressement pour les petits projets locaux. Et on est en train de renverser ça à travers ce terme d'autoconsommation, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit que les particuliers, eux, s'y sont mis depuis un certain temps, même si jusqu'à la loi climat et résilience, c'était plutôt pour de la revente, autrement dit une forme de spéculation, si ce n'est au moins un revenu. Mais depuis, et quand on regarde les chiffres que donne RTE, on a un vrai changement avec une consommation très importante de l'autoconsommation, toujours sans stockage. Ce sera peut-être aussi un des éléments de la discussion Mm, aujourd'hui, mais c'est mm. un vrai changement. C'est quand même une politique qui a été encouragée par l'Europe avant d'être encouragée par la France. On verra ce que feront les prochains gouvernements, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est typiquement le genre de production de cycle vertueux qui rend les ENR très acceptables. C'est compétitif aussi, notamment enfin, pour dire les choses, le photovoltaïque aujourd'hui est compétitif à cette échelle-là. Et puis, et ça c'est peut-être notre invité d'Enedis qui nous le dira, ça peut aussi avoir un attrait important pour soulager les réseaux qui ont besoin aussi toujours d'être à disposition des territoires. On rappelle que la France est très habitée au sens où on vit partout en France, donc si on veut avoir de l'électricité, il faut que les réseaux existent partout. Et donc c'était important qu'on invite Enedis ce matin pour cette partie-là. Et je voulais vous remercier les uns et les autres, mais c'est vrai que ça va être un point important. Donc on va démarrer d'ailleurs avec vous, Monsieur Lajibi, et puis on enchaînera après avec une association pour laquelle à Interco de France, on a un regard très intéressé et on pourrait dire complice parce que ça nous remonte des territoires. C'est Énergie Partagée qui depuis longtemps aussi fait valoir les projets qui existent. Donc on a pensé qu'en vous invitant ce matin, on allait pouvoir faire le tour avec un certain nombre d'élus, dont Pierrick Tranchevant, que je salue, un élu mayennais. Alors, il ne s'intéresse pas qu'à l'électricité en Mayenne, ils font tout, ils s'occupent aussi bien de la biomasse, de la méthanisation, etc. Mais ce matin, il terminera, il évoquera ce qui a été fait en Mayenne. Mais tout d'abord, je voudrais donner la parole, si vous le voulez bien, on va démarrer euh, par vous, Monsieur Ladjibi. Donc, vous êtes le chef de projet national autoconsommation collective d'Enedis. Et on vous Oui, remercie d'être là encore une fois. je vous en prie. Le plaisir est pour moi. Alors, je vais partager l'écran. Très bien. Vous devriez voir mon écran. Hop, je vais juste récupérer. Alors, pour l'instant, je vois quelqu'un que je connais bien, mais voilà, c'est bon, je crois. C'est OK. C'est bon? Ouais. Ok, super. Bah, écoutez, déjà, merci pour cette invitation, pour parler de consommation collective. Donc, Tennis, c'est toujours un plaisir d'en parler, notamment parce qu'on a un rôle assez central sur le sujet, qu'on a mis en place pas mal de mesures et aussi d'accompagnement pour vous permettre, vous, en tant que collectivité, mais aussi plus globalement, en tout cas, personne en rôle organisatrice, de se lancer sur l'autoconsommation collective et de démarrer sereinement leur projet. Alors, ce que je propose pour cette présentation, donc on m'a demandé de faire assez sharp pour en parler. Donc déjà, très rapidement, revenir sur c'est quoi l'autoconsommation, vraiment dans des mots assez rapides. Rentrer plus en détail sur l'autoconsommation collective, et notamment le comment ça marche. Donc, certains connaissaient le sujet, mais bon, on m'a dit qu'il n'y avait pas forcément un niveau de connaissance égal avec tous les participants, donc ça fait pas mal de revenir sur vraiment les fondamentaux aussi l'articulation avec la législation et la réglementation, qui a vu évoluer pas mal d'éléments sur l'autoconsommation collective. Quelques chiffres clés qui traduisent un petit peu la progression de l'autoconsommation collective depuis son démarrage. Et à la fin, je terminerai par le rôle des médis et je pourrais aussi prendre certaines de vos questions pour discuter sur potentiellement le futur et les perspectives sur l'autoconsommation collective. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai une petite vidéo introductive à l'autoconsommation collective. Donc, elle dure 2 petites minutes. Je vais essayer de vous la partager. Alors, j'ai juste un peu fait le son dans le partage. Habituellement, lorsque je partage avec Teams inclus, bah, je vais lancer le son. Au pire, c'est sous-titré. Mais je vais quand même essayer de vous le partager. Ça permet de rendre la chose un petit peu plus ludique. Ouais.
Alors, je ne sais pas s'il y a une bande son avec l'image, mais moi, je n'entends pas, donc on va se contenter de lire. Donc, je peux vous mettre aussi le lien vers le livre disponible sur YouTube. Donc souvent, ce que je dis, c'est que avec cette présentation, je pourrais m'arrêter là. Non, vous avez tous les éléments qui me permettent de bien saisir ce qu'est l'autoconsommation casuelle. Vous voyez bien mon écran? C'est pas juste un double écran que vous voyez? Alors, pour l'instant, Monsieur Lajuie, c'est en double écran, position animateur. Ah, parce que là, ça devrait. Et je ne sais pas si vous avez entendu mes remarques tout à l'heure, mais on n'avait pas le son. Enfin, je ne sais pas si Ah c'était que mince, pour vous moi. n'avez pas le. Ah non, Non, vous avez mais raison. c'est pas mal d'avoir. Le montage était bien fait pour ça, non seulement sur le fond, mais aussi sur le fait que les Oui, choses étaient aussi en texté. ça marche. Donc sur l'autoconsommation, donc tout d'abord, vous êtes bien familier du principe d'autoconsommation individuelle. Donc c'est bien toute personne physique ou morale qui consomme sur un même site tout ou partie de sa production. Donc ça c'est très c'est naturel, ça existe depuis un petit moment sur le réseau, même si, comme vous le disiez précédemment, il y a un vrai engouement et une vraie augmentation du nombre d'autoconsommateurs individuels sur le réseau. Et nous, on le voit aussi dans les chiffres, dans les personnes qu'on peut raccorder, et aussi de l'attrait que notamment que ça va avoir. Et il y a le principe d'autoconsommation collective où bah, on est sur la même dimension, à savoir du partage de toute ou partie de l'électricité qu'on produit pour des consommateurs, sauf que au lieu de le faire à l'échelle individuelle, on va le faire à l'échelle collective en passant par le réseau et en utilisant un vecteur juridique qui est la personne morale organisatrice. Donc, je reviendrai un petit peu plus en détail dessus tout à l'heure. En tout cas, c'est se dire qu'on est sur toujours les mêmes fondamentaux de l'autoconsommation, mais là où avant on est vraiment stricto sensu sur un site physique, là on passe par le réseau et on utilise finalement toute sa faculté afin d'effectuer ce partage d'ordre souvent on dit virtuel, moi je préfère le mot contractuel, parce que vous vous doutez bien que les électrons, ils vont pas aller du producteur A au consommateur 1 selon la fameuse clé de répartition. C'est vraiment, ça passe par le réseau et grâce justement à l'apport du réseau, on va réussir à effectuer des affectations contractuelles pour l'ensemble de ces consommateurs. Donc aussi pour bien comprendre les différences entre les deux, notamment lorsqu'on parle de réseau, vous voyez bien que lorsqu'on est sur de l'autoconsommation individuelle, on est vraiment à la maille unitaire. Donc l'autoconsommation, quelque part, le réseau ne la voit pas.
parce que les panneaux sont derrière le point de connexion au réseau et tous les flux autoconsommés, quelque part, à moins qu'on pose un dispositif de comptage pour vraiment mesurer ce qui a été produit et ce qui a été consommé, nous, en tant que gestionnaire de réseau, on ne va pas le voir. Et étant donné qu'on ne va pas le voir, il est donc logique que le tarif d'utilisation ne soit pas appliqué sur les kilowattheures qui sont autoconsommés au niveau du point de connexion au réseau. Lorsqu'on est sur l'autoconsommation collective, et ça on aime à le rappeler, tous les flux passent par le réseau. Donc vous injectez, vous consommez, vous produisez, vous soutirez, tout passe par le réseau. Et il est donc logique que finalement le tarif d'utilisation soit dû pour l'ensemble de ces flux. Parce qu'il y a beaucoup qui me disent les flux autoconsommés, il faudrait le faire comme sur l'autoconsommation individuelle. Et nous, ce qu'on rétorque, c'est que l'autoconsommation individuelle, le réseau ne voit pas les flux, tandis que sur l'autoconsommation collective, le réseau les flux. Et c'est d'ailleurs nous qui effectuons l'ensemble des calculs pour s'assurer qu'il y ait une bonne affectation entre part autoconsommée et notamment complément de fourniture pour chacun des consommateurs qui sont engagés dans l'opération. Donc après, je vous passerai aussi le fait que en autoconsommation individuelle, si on n'a pas de panneaux solaires, on ne peut pas autoconsommer, tandis que lorsqu'on est en autoconsommation collective, même si on n'a pas de moyens de production, on peut bénéficier justement du fait de participer à cette communauté d'énergie afin de bénéficier de cette production d'électricité. Je vais peut-être revenir d'abord sur le cadre juridique. Donc, je ne vais pas revenir sur chacun des éléments qui a concouru finalement au développement de l'autoconsommation collective dans le code de l'énergie. Mais cette frise, elle est là surtout pour marquer que l'autoconsommation collective, ça n'a pas démarré que depuis l'année dernière ou depuis la crise des prix de marché. C'est quelque chose qui est inscrit dans le code de l'énergie, dont les prémices ont été la loi de transition énergétique pour la croissance verte dès 2015, qui a été précisée par ordonnance. Donc vraiment assez tôt, cette appétence finalement pour des citoyens pour le consommer vert local a été remarquée, a été inscrite dans le droit français. Et progressivement, on est passé, initialement, finalement, l'autoconsommation collective, c'était très limité, c'était à l'échelle soit d'un bâtiment, soit une échelle, on va dire, technique, avec tout site qui devait être relié au même poste de distribution publique. Mais progressivement, le législateur a décidé d'étendre les prérogatives de l'autoconsommation collective en passant notamment à un périmètre géographique qui permet à des participants qui sont éloignés jusqu'à 2, 10, 20 km, et même sous certaines dérogations, de faire partie de cette boucle d'autoconsommation collective et de partager l'électricité. Ça a notamment été précisé par arrêté, donc en 2009 pour le périmètre standard, en 2020 le périmètre rural, en 2023 pour le périmètre périurbain, et même très récemment en 2025 pour une dérogation octroyée pour les PCI. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté d'élargir le spectre de l'autoconsommation collective et aussi de le rendre plus accessible pour l'ensemble des participants, avec notamment une ouverture au dispositif de soutien qui a aussi été remarqué. Donc ça, c'est vraiment un élément assez important qui montre que les pouvoirs publics ont toujours accompagné ce développement de l'autoconsommation collective. Et donc, si je reviens maintenant sur les éléments principaux et les éléments de modèle de l'autoconsommation collective, on pourrait les résumer en 2 éléments. Le même bâtiment, le périmètre étendu. Donc, le même bâtiment, c'est quand même quelque chose qui est assez limité, par essence spatialement, parce que il faut être situé au niveau d'un même bâtiment. Et ce qu'on observe de plus en plus, c'est plutôt le périmètre étendu, où là, dans un cadre standard, on peut avoir 2 km maximum entre les participants les plus éloignés, la capacité d'aller à la fois sur la maille basse tension que sur la moyenne tension, donc notamment si toutes les installations sont d'origine renouvelable, et un seuil qui a été rehaussé très récemment à 5 MW de production pour l'ensemble des installations renouvelables qui participent à l'opération. Et encore plus récent, donc c'est une exception qui, pour certains, est difficilement compréhensible. On peut comprendre que ça pose question. C'est une dérogation, c'est même pas une dérogation, c'est finalement une possibilité qui est offerte au service incendie et secours jusqu'à 20 km entre les participants les plus éloignés, dès lors qu'ils participent à une opération d'autoconsommation collective. Donc ça, c'est le périmètre standard. Il n'y a pas besoin de dérogation. Et il y a une dérogation qui est possible et qu'on peut obtenir auprès du ministère de l'Énergie lorsque, par exemple, on veut aller dans une zone périurbaine, lorsqu'on veut aller dans le rural, et aussi lorsqu'on veut développer un projet sur tout le territoire d'un EPCI, potentiellement, qui est assez étendu, selon la typologie, la géographie de l'EPCI. Donc, ces spécificités-là, elles sont obtenues par dérogation
auprès du ministère de la Transition énergétique. Et pour le coup, on peut même aller jusqu'à 10 mégawatts, par exemple, lorsque il s'agit de territoires et EPCI. Donc ça, c'est pour vous montrer finalement l'étendue des modèles qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vraiment ce qui est possible pour lancer son opération. Et après, on regardera les types de modèles qui se développent. Donc sur le comment ça marche, et je vais être assez succinct dessus, parce que l'idée, c'est pas de passer notre temps sur ces éléments-là, c'est de se rappeler qu'on a différentes clés de répartition dans une opération de consommation collective. Donc pour rappel, la clé de répartition, c'est ce que le gestionnaire de réseau de distribution va appliquer à la production de l'opération afin de répartir cette production sur chacun des consommateurs de l'opération et de calculer la part autoconsommée qui va leur être octroyée. Donc, 4 types de clés. Une type de clé qui est dite statique, où les coefficients sont strictement identiques sur chaque pas de temps sur toute une période donnée. Par exemple, sur un an, je vais toujours avoir pour différents clients de mon opération des coefficients qui vont être strictement identiques sur chaque pas de temps. Donc, le pas de temps est défini à 15 minutes, c'est important de le rappeler. Vous avez aussi une modalité qui est dite dynamique par défaut, où justement dans le dynamique par défaut, là où personne morale qui regroupe les participants, on peut réglementairement, elle est tenue d'envoyer des coefficients de répartition à Enedis. Dans la modalité dynamique par défaut, la personne morale décide finalement de ne pas effectuer les calculs et de laisser en fait ce calcul à la main d'Enedis selon une modalité qui est définie, qui est la modalité dynamique par défaut, où finalement les coefficients de répartition sont calculés au prorata de la consommation de chacun des participants. Donc nous, Enedis, on relève les compteurs, et quand on relève le compteur, on va réussir à déterminer le prorata de consommation entre chacun des participants pour in fine déterminer le coefficient de répartition attribué à chacun. Et après, vous avez ce qu'on appelle les coefficients dynamiques et full dynamiques. Bon, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail du full dynamique, mais simplement retenir que dans cette modalité-là, la personne morale peut envoyer ses clés de répartition sur chaque pas de temps un peu à la carte. Donc, elle va vraiment déterminer pour chacun des participants comment elle va finalement affecter la production qu'il y a dans l'opération. Et ça, elle le fait a posteriori à Enedis, une fois qu'elle a connaissance justement des courbes de charge. Donc tout repose sur les courbes de charge pour rappel, c'est pas simplement juste des index de début, des index de fin, c'est vraiment une chronique de production et une chronique de consommation qui permet de déterminer ce comportement. Et nous ensuite, on vient appliquer ces coefficients de répartition pour déterminer les parts consommées et à l'eau consommée. Donc très concrètement, comment ça marche? Si on prend une opération qui est composée d'une entreprise, d'une école, d'un commerce et d'une centrale de production photovoltaïque, donc ces 3 entités-là sont regroupées au sein de ce qu'on appelle la personne morale organisatrice. Donc c'est l'interlocuteur de choix avec Enedis pour notamment gérer le quotidien de l'opération d'autoconsommation collective. Chacun des participants consommateurs a un fournisseur. Donc ça, c'est important. C'est pas parce qu'on participe à une opération d'autoconsommation collective qu'on a l'obligation de contractualiser avec tel ou tel fournisseur. Chacun est libre de garder son fournisseur d'électricité. Et donc, Enedis, enfin, la PMO communique à Enedis les clés de répartition à appliquer à l'opération. Donc, les clés de répartition, c'est celles dont je vous ai parlé juste avant, avec les modalités stick, dynamiques ou au prorata. Donc, une fois que cette détermination a été réalisée en termes de clés de répartition, nous, notre job, c'est bien entendu de relever les courbes de charge, donc qu'on a au niveau de chacun des sites et qui sont reliés au réseau géré par Enedis. Et une fois qu'on a relevé ces courbes de charge et avec le concours aussi des clés de répartition, on va calculer pour chacun des consommateurs la fameuse part autoconsommée qui doit lui revenir dans le cadre de l'opération. Donc là, je vous ai pris un exemple extrêmement simple pour que vous preniez. On est sur une journée type entre 12h et 12h15. Les clés de répartition qui sont envoyées par la personne morale sont de 25% pour l'entreprise, 36% pour l'école et 40% pour le commerce. Production de la centrale PV de 100 kWh. Donc très succinctement et très facilement, ce qu'on fait nous, c'est qu'on va prendre le coefficient de répartition et on multiplie par la production afin de déterminer la part autoconsommée pour chacun des participants consommateurs. Donc là, c'est 5% de 100, donc 25 kWh pour l'entreprise, idem pour l'école et pour le commerce. Et on calcule le fameux complément de fourniture parce que chacun des participants, lorsqu'il utilise ces installations électriques, il se dit pas ouf, oh là là, attends, il faut que je fasse attention. Aujourd'hui, le producteur, il a produit que 100, donc je peux consommer que 25 kWh.
lui, il ne se pose pas de questions. Donc, il ne se pose pas de questions, c'est parce qu'il a il a un fournisseur de compléments. Et ce fournisseur de compléments, il faut bien qu'il soit en mesure de facturer correctement son client consommateur. Et c'est tout l'objectif que nous, on poursuit et qu'on réalise dans ce calcul-là. Donc là, on va réaliser l'ensemble des calculs pour chacun des fournisseurs, des consommateurs de l'opération. Et une fois qu'on a réalisé ces calculs, on les transmet à l'ensemble des parties prenantes. Donc, je vous ai parlé des fournisseurs, mais il n'y a pas que. Il y a la personne morale, évidemment. Il y a aussi les producteurs et les responsables d'équilibre, qui sont évidemment des acteurs qui sont concernés par ces attributions de production locale. Sur la facture, comment ça se traduit? Je vous ai pris un exemple aussi simple. On prend le postulat, on a un consommateur qui consomme 90 kWh. Avec l'ensemble des calculs qui sont réalisés par Enedis, on va aboutir par exemple à une facture qui va être décomposée à des quantités qui sont décomposées en 40 kWh de production, de consommation apportée par l'opération ACC, donc c'est la part autoconsommée. 50 kWh qui est apporté par le fournisseur de compléments. Donc ces deux quantités, elles circulent sur le réseau public de distribution. Et parce qu'elles circulent sur le réseau public de distribution, sur la facture finale du client final, on va bien avoir une part acheminement qui sera due sur l'ensemble des kilowattheures qui circulent sur le réseau, donc en l'occurrence les 90 kWh. Par contre, la partie fourniture, elle ne sera due que sur la part qui est effectivement sourcée par le fournisseur d'électricité. Donc en l'occurrence, ici, les 50 kWh. Et c'est là tout l'intérêt dont bénéficie l'autoconsommation collective, en tout cas sous réserve que les prix pratiqués soient pertinents, c'est que sur les 40 kWh, si le prix d'achat entre les producteurs et les consommateurs au sein de l'opération sont inférieurs au prix de vente entre le fournisseur et son client consommateur, et bah, évidemment, on peut réaliser un gain potentiellement significatif sur sa facture d'électricité. Et c'est vraiment ce point-là qui est crucial, parce que si on se retrouve avec un producteur qui facture l'électricité à un tarif assez supérieur à ce que le fournisseur du client peut proposer, et ben en fait le client consommateur se retrouve dans une situation où il n'a pas réalisé de gain sur sa facture, là où il espérait en fait bénéficier de l'autoconsommation collective pour réduire sa facture d'électricité. En termes de modèles qui émergent, donc, je pense que vous êtes assez familier avec certains de ces modèles. On a le modèle patrimonial, donc de manière assez triviale, c'est le modèle où l'ensemble des participants appartiennent à la même entité, donc typiquement une collectivité territoriale, lorsqu'elle a une commune a ses bâtiments municipaux avec des écoles, le gymnase, le stade, et que chacun participe à l'opération d'autoconsommation collective. On appelle ça un modèle patrimonial, parce que finalement, on n'a qu'une seule entité et elle bénéficie de cette réduction sur sa facture d'électricité avec simplement ses participants. On a le modèle du bailleur social, où le bailleur va faire en sorte d'intégrer dans son opération ses locataires afin de venir réduire une partie de leur facture d'électricité et en même temps aussi valoriser le foncier qu'il a sur sa parcelle. Et là, vous avez le modèle ouvert, où, comme son nom l'indique, il est ouvert à tout type de participants. Donc, on a des structures publiques, des structures privées. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir potentiellement une production qui va être facturée et d'avoir différents objectifs qui sont poursuivis. Soit on cherche vraiment à faire payer moins cher le consommateur final au regard de ce que chacun des fournisseurs pourrait facturer à chacun des consommateurs de l'opération, soit on est OK pour payer un peu plus cher en électricité, mais étant donné qu'on soutient une production locale, on a en contrepartie finalement les bénéfices, les retombées locales associées à cette boucle d'autoconsommation collective. Très vite, parce que je vois que le temps défile, sur les chiffres clés. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 1000 opérations qui sont en service. Donc ça, c'est quand même un milestone assez important. On voit ici un peu la trajectoire de développement de l'autoconsommation collective. Donc on est sur des opérations qui sont en gestion, des opérations actives, et les opérations en projet, c'est les opérations en bleu. Moi, j'insiste sur les opérations qui sont en gestion. On voit qu'il y a eu un décollage dès 2023, avec quasiment un doublement des opérations chaque année. Ça se ressent encore aujourd'hui. Là, vous avez alors, c'est mai 2025, mais par rapport à mai 2024, on a plus de x2 en termes de nombre d'opérations. Je crois qu'on était aux alentours de 450 à la même période l'année dernière. Donc ça montre qu'il y a une dynamique qui est continue sur l'autoconsommation collective, avec de plus en plus de participants et de plus en plus de production également,
qui est notable sur ces opérations d'ACC, une répartition sur tout le territoire. Alors, évidemment, il y a des zones où il y a plus de développement que sur d'autres, même si c'est pas exactement corrélé à l'autoconsommation individuelle, parce que souvent j'ai cette question, ouais, pourquoi c'est pas comme l'autoconsommation individuelle, par exemple côté Provençal, Côte d'Azur. En fait, l'autoconsommation collective, c'est aussi une velléité, un engagement, on va dire, des politiques au niveau local pour développer ce genre d'opération. Donc, c'est aussi pour ça que certains territoires sont mieux pourvus que d'autres. Et on voit aussi que la dynamique d'opérations qui arrivent en projet, elle se retrouve également sur tout le territoire avec des opérations qui se multiplient un petit peu partout. Pour les services, je pense qu'on pourra y revenir une autre fois. Simplement pour terminer sur le rôle d'Enedis, comme ça au moins on est bien capable d'identifier les missions de chacun. Nous, Enedis, on a l'habitude de séparer une opération d'ACC à deux niveaux. On a le premier niveau qui est le niveau de la préfiguration et du montage d'une opération. Donc c'est vraiment une période au cours de laquelle le porteur de projet va caractériser son projet, va effectuer des études technico-économiques pour savoir comment il va équiper son installation de panneaux typiquement, comment il va définir la tonne morale organisatrice de l'opération afin d'avoir un vecteur juridique qui soit bien conforme aux prescrits réglementaires. Et une fois qu'il a réalisé cette étude, donc potentiellement accompagné par des conseils spécialisés, et non pas Enedis, il va décider de se lancer. Et une fois qu'il se lance, là, il vient voir Enedis pour qu'on puisse mettre sur les rails le projet. Et donc ça passe à différents niveaux. Évidemment, une partie de raccordement, parce que souvent, ce sont des nouveaux moyens de production qui sortent de terre, donc il faut les raccorder au réseau. Et ça, c'est un prérequis inévitable pour une opération lorsqu'elle intègre ces types de producteurs. On a ensuite des prérequis plus vraiment liés à l'opération qui doivent être vérifiés et qui vont se concrétiser par la signature d'une convention, qui est vraiment le document essentiel avant de lancer l'opération. Et une fois que ce document est signé, on démarre l'opération. Et une fois qu'on démarre l'opération, nous, Enedis, on effectue des calculs mensuels qu'on propage ensuite dans l'ensemble des consommateurs qui sont impactés. Donc après, à chaque niveau, on a des solutions qui prêtent. Au niveau de la partie préfiguration et montage, comme je vous disais, c'est vraiment des conseils spécialisés qui interviennent. C'est du domaine concurrentiel. Et nous, Enedis, on n'est pas là pour finalement aller sur ce domaine concurrentiel. On a simplement des solutions qui sont en service et qui sont des solutions classiques en dehors de l'autoconsommation collective qui permettent de cartographier des capacités et potentiellement de simuler le raccordement. Donc ça, c'est vraiment des éléments de base pour vraiment avoir une idée de ce qu'arrivera le projet. Et une fois qu'on lance l'opération et qu'on arrive, là, on a différents types de solutions, ou en tout cas une organisation qui permet d'accompagner le développement des projets. Je pense notamment à tout ce qui est échange avec la personne morale. Il y a des référents qui sont organisés sur tout le territoire et qui accueillent les projets d'autoconsommation collective des collectivités, mais aussi globalement de tous les porteurs de projets. Vous avez une capacité à échanger par API, notamment une fois que l'opération est lancée pour que les échanges de données soient assez simplifiés. On a industrialisé, nous, côté Enedis, la facturation pour les fournisseurs, parce que c'était un point qui était assez délicat maintenant, il y a plus de 3 ans, et qui maintenant permet d'avoir pour chacun des fournisseurs les données de manière industrielle pour appliquer la réduction de la facture d'électricité. Et on a une cellule centralisée qui permet d'assurer un suivi continu sur les opérations et aussi d'avoir en quelque sorte un service après-vente de qualité pour l'ensemble des questions qui pourraient se poser. Donc après, vous avez aussi, là je vais pas revenir dessus, des ressources documentaires qui sont disponibles. On a une page enedis.fr qui est très bien faite, que vous pouvez consulter, où vous allez avoir toutes les informations sur l'autoconsommation collective, quelques éléments de base avant de vous lancer, un guide pédagogique qui a le bon finalement de donner les éléments de base et aussi les questions. C'est pas les questions les plus courantes qui sont posées, mais c'est toujours des questions qui sont intéressantes à avoir à l'esprit avant de se lancer. Des vidéos de sensibilisation comme celle que je vous ai montré tout à l'heure, et aussi des pages de visualisation de données, notamment lorsque les opérations sont lancées afin de bien voir qu'est-ce qui est autoconsommé et qu'est-ce qui relève du complément de fourniture. Voilà, j'ai été assez succinct. Je sais pas si. Je vous remercie, monsieur l'AHB, Ouais, parce que c'était vraiment très clair. On ouais, va évidemment garder attentivement votre documentation. ouais. J'avoue que vous avez balayé large et ça prouve aussi que Enedis est prêt
pour accompagner des projets. Alors, on va peut-être lancer le questionnement pour avoir peut-être des aspects complémentaires ou s'il y avait besoin de précisions supplémentaires. Sinon, j'ai gardé devant moi quelques questions. Je regarde je regarde. Comme on n'est pas très nombreux, il suffit d'ouvrir son micro et de prendre la parole. Ce sera simple. Euh, alors, Bonjour. allez-y, Madame Le Breton. Oui, donc Élise Le Breton, chargée de mission développement durable à la communauté de communes Rives de Saône, donc en Côte d'Or. Euh, donc nous, on a un projet d'autoconsommation collective patrimoniale sur la Comcom. Enfin là, on va lancer l'étude de faisabilité prochainement. Et je me demandais juste, en réaction à la présentation, on a parlé de l'intérêt de l'autoconso sur le soulagement du réseau. On est bien d'accord que le soulagement du réseau n'apparaît que quand on a l'autoconsommation individuelle, mais en autoconsommation collective, ça n'a pas d'impact d'un point de vue Enedis sur le réseau. Je vais juste vérifier ça. Et une question qu'on se pose là, enfin des communes commencent à m'interroger dessus, c'est qu'on a donc là, on ferait une autoconsommation patrimoniale que sur notre patrimoine intercommunal, ce qui est assez facile. Puis on est aussi accompagné par notre syndicat des énergies là-dessus. Par contre, des communes posent la question de alimenter leur bâtiment, par exemple leur bâtiment périscolaire, via cette opération-là. Et donc, pour le coup, ça veut dire créer une PMO, ça veut dire fixer un tarif. Enfin, puisque si c'est les communes, ce sont les factures qu'elles payent elles-mêmes. Donc, c'est pas des factures de la Comcom en termes d'énergie. Donc voilà, j'ai un peu des questions là-dessus. Je sais pas s'il y avait des retours d'expérience, parce que nous, on se lançait d'abord dans une opération fermée intercopure. Et l'ouverture aux communes, ouais, il y a peut-être un peu plus d'enjeux juridiques vu qu'on ouvre quand même à des externes, même si ça reste du public. Je ne sais pas s'il y avait des retours d'expérience là-dessus. Je serais intéressée de les reprendre. Monsieur Lajbi, je vous laisse répondre à la deuxième question. Je redis simplement pour reformuler que sur le fait de soulager les besoins en extension, en maintien de réseau, c'est juste pour dire qu'on va, si on décale les consommations électriques sur des boucles locales, c'est effectivement moins de demandes globalement, mais là, peut-être que Enedis peut répondre plus précisément. C'était juste un petit angle pour dire les choses, mais à l'échelle nationale, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas la visibilité que peuvent avoir les grandes rénovations ou la création de grands réseaux. Oui, absolument. Et c'est des questions qui sont des questionnements qui sont légitimes parce qu'on peut se dire que euh, vu qu'on va être organisé en boucle locale, on peut essayer de décaler la partie où on va consommer au moment où il y a le plus de production, par exemple, de sorte à soulager le réseau. Souvent, la réponse qu'on a, c'est une réponse oui et non. Oui, parce que conceptuellement, on peut se dire que si on fait coïncider la consommation avec la production, on a de fortes chances d'avoir moins de congestion. Ça, c'est conceptuel. Par contre, si on a un raisonnement plus global et aussi un raisonnement sur le dimensionnement du réseau, parce que le réseau, il est dimensionné non pas sur les bénéfices des boucles locales vertueuses, mais il est dimensionné à la pointe en hiver, au moment où il n'y a pas de production décentralisée, par exemple. Et à ce niveau-là, en fait, on se rend compte que aussi bien l'autoconsommation individuelle que l'autoconsommation collective ne peut pas permettre de réduire en fait le dimensionnement du réseau. Donc ça, c'est un point qui est, en tout cas, il faudrait que demain on ait un réseau qui soit, je sais pas moi, je vais pas vous donner de chiffres que je maîtrise pas, mais un nombre d'autoconsommateurs tellement important qui Mhm. viennent un petit peu changer cet équilibre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui aussi nécessiterait d'avoir des études plus poussées à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment pour essayer un petit peu de répondre à cette question qui est légitime sur l'apport de l'autoconsommation pour D'accord. le dimensionnement des réseaux. Toujours garder à l'esprit que le réseau est bien dimensionné à la pointe en hiver et que justement la pointe en hiver, il n'y a pas de production photovoltaïque. Donc ça c'est le premier aspect. Merci pour cette précision. Ouais. Pas de souci. Et sur la deuxième question qui était posée, qui est très intéressante. Donc effectivement, lorsqu'on est sur une boucle qui est patrimoniale, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser parce qu'effectivement, la personne morale peut directement la communauté de communes ou bien la commune lorsqu'elle ne concerne que ses bâtiments municipaux. Lorsqu'on est sur des opérations où il y a de la refacturation, c'est là où j'aime pas trop aussi, enfin j'aime pas trop, c'est aussi notre rôle à Enedis, on peut pas trop intervenir sur ces questions-là, parce que comme vous l'avez dit, c'est des questions qui sont assez complexes. Est-ce que en tant que collectivité, j'ai le droit de facturer? Si je facture, je passe par quel budget potentiellement au niveau de ma comptabilité? Est-ce que je dois créer une structure tierce? Est-ce que je peux utiliser dans la limite de la production qui est vendue dans l'opération les mêmes statuts qui sont attribués à ma collectivité? Ce sont des questions qui sont évidemment pas simples à traiter et pour lesquelles il est mieux de se rapprocher de conseils spécialisés. Et
Et après, je pense que, alors c'est pas Enedis qui est mieux placé, mais il y a des cas où des syndicats et des comités de communes ont lancé des opérations avec des membres participants. Et je pense qu'effectivement, il doit y avoir une logique je sais pas si c'est de la facturation, peut-être que c'est de la compensation qui est faite entre les différents membres, et aussi une intégration dans les différents budgets et compte de résultats associés. Mais ça, pour le coup, nous, en tant qu'Enedis, c'est difficile de vous donner ce retour d'expérience aussi parce que les opérations sont des opérations locales. Donc moi, je travaille au national, donc moi, j'ai une vision un petit peu macro. Mhm. Il faudrait vraiment descendre avec les entités régionales qui, elles, peuvent avoir une idée plus précise de ces projets-là et de leur spécificité. On va donc se garder cette question pour Intercommunauté de France, parce que c'est évidemment une donnée importante de ce que peuvent être les initiatives communautaires, mais aussi initiatives conjointes entre communes et EPCI. On est bien d'accord là-dessus. On aura besoin de revenir sur ce sujet-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur cette première partie avec la présentation de M. Luchby? Peut-être, Jean, juste une remarque, Pierrick Trangevent, donc Mayenne Communauté. Euh, Peut-être une remarque quand même pour poursuivre sur la nécessaire complémentarité qu'il doit y avoir entre Enedis et tous les gestionnaires de réseau, y compris je pense à les territoires d'énergie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une personne, une PMO qui va être mise en place, la question de l'excellente coordination avec Enedis sur les réseaux, on est en train de calculer en Mayenne tout ce que ça peut nous éviter de frais pour réhabiliter des réseaux ou les réhabiliter de manière la plus intelligente possible. Et donc, on voit bien que ce sont des questions compliquées. Et puis, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure aussi, ça va toucher des questions du stockage qui sont des questions d'une complexité. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais je réinsiste sur la nécessaire relation efficiente avec les services d'Enedis pour installer l'ensemble, enfin, pour mettre en place de l'autoconsommation collective à plus grande échelle. D'accord. On va retenir, nous aussi, que pour Interco de France, on y reviendra, mais c'est vrai que le statut de PMO, on va pas dire que c'est un nouveau métier, mais c'est au moins une nouvelle activité. On a noté, parce que M. Lejuby a bien insisté là-dessus, sur le fait qu'Enedis s'est doté de référents dans les territoires, et c'est important aussi qu'on Oui. sache que ça ne sera pas un domaine vierge, que personne ne sera pionnier, puisque d'autres l'ont fait avant et qu'Enedis est en support. Donc ça, c'est un point important, on continuera là-dessus. Toutes ces questions autour des fonctions de responsable d'équilibre, qui sont vraiment des observations qu'on n'avait pas quand on pensait à l'énergie avant et qu'on a maintenant. Alors, je regarde s'il y a d'autres prises de parole, sinon on va enchaîner avec monsieur. Sinon, monsieur Janssen, si vous êtes prêt, on va démarrer avec vous. Ouais, ben, très Eh bien, bien. donc on vous remercie encore, représentant d'Énergie Partagée, de venir nous informer et nous former à ces questions d'autoconsommation. Alors, Est-ce, le est-ce par- que vous voyez mon écran? voilà, Ouais. voilà, on Bon, l'a, je vais le mettre en diaporama, ce sera plus sympa. et voilà, c'est bon. Voilà, bonjour. Donc, Michel Jensen, d'abord, effectivement, je représente Énergie Partagée ce matin, mais tout en n'étant pas un salarié d'Énergie Partagée. Énergie Partagée, donc, qui est l'association nationale pour le développement de tous les projets citoyens de développement des énergies renouvelables, qui a été une association qui a été créée en 2010 suite à quelques projets d'énergie renouvelable citoyenne qui étaient nés en France. Un des tout premiers date de 92, un projet photovoltaïque. Ensuite, il y a eu des projets en 2003, 2004, 2008. Et en 2010, c'est créé donc une association nationale énergie partagée. Cette association fonctionne à la fois avec des salariés en interne qui sont répartis dans chacune des régions, mais fonctionne aussi beaucoup avec des personnes un peu comme moi, qui sont des personnes qui travaillent dans des coopératives citoyennes. Pour ma part, je fais partie du groupe de pilotage de ACC, donc autoconsommation collective au sein d'énergie partagée, ce qui permet effectivement à Énergie Partagée d'avoir aussi des personnes qui mettent en place et qui travaillent au quotidien sur ces problématiques-là sur le terrain. Donc moi, par ailleurs, auparavant, avant de ne me consacrer plus qu'à ça jusqu'en 2021, j'étais conseiller énergie-climat dans une communauté de communes juste à côté de Rennes et où j'avais déjà commencé à travailler en 2017 et en 2022 sur la mise en place de deux boucles d'autoconsommation collective. Donc c'était vraiment au tout début des boucles d'autoconso. C'était des petites boucles, mais donc ça m'a permis de nous faire la main.
Et aujourd'hui, je ne travaille plus qu'au sein d'une coopérative donc, qui s'appelle la Sirène, Coopérative citoyenne rennaise de l'énergie, et dans une association qui est Énergie du Pays de Rennes. C'est notre petit EPR à nous, Rennais, voilà, qui sont les deux structures dans lesquelles nous participons. Et à développer donc du coup des systèmes d'autoconsommation collective. On ne travaille plus qu'en autoconsommation collective aujourd'hui. Rapidement, énergie partagée, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une entité nationale qui travaille un peu sur tous les territoires. Ici, vous avez la carte actuelle, puisque c'est la carte qui a été prise hier, de tous les projets qui sont recensés aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. On voit qu'il y a des régions qui sont un peu plus développées. Tout ça, c'est toujours dans le cadre de projets donc citoyens, de projets où les citoyens sont impliqués dans la gouvernance ou dans une co-gouvernance. Ça dépend un peu. Il y a des projets qui ne sont faits que par les citoyens. Il y a des projets qui sont faits avec les citoyens, les collectivités et des acteurs privés. Donc voilà, il y a tous les schémas un peu possibles. Mais il faut vraiment qu'il y ait une vocation. Il y a une charte d'ailleurs citoyenne à signer pour avoir un projet qui est validé par Énergie Partagée. Et de là est née toute une série de réseaux régionaux. Donc, ils sont repris sur la carte de droite, hein. Soit c'est Énergie Partagée, comme en Île-de-France, qui le gère directement, soit c'est réseaux régionaux. En Bretagne, c'était le premier qui a été créé. Donc chez nous, c'est le réseau Taranis qui a été créé donc en 2000. On a commencé à travailler dessus en 2008. Donc pour créer ce réseau-là. Et puis là maintenant, l'ensemble du territoire est couvert par ces réseaux régionaux. Ces réseaux sont bien là pour aider donc les collectifs citoyens qui aujourd'hui décident, enfin ont la volonté de pouvoir développer de façon territoriale, c'est-à-dire avec les collectivités, mais les acteurs privés du territoire aussi, des projets de développement d'énergie renouvelable sur les territoires. Il y a beaucoup, comme vous le voyez sur la carte de gauche, on a beaucoup de projets photovoltaïques, hein, qui sont les projets qui sont en orange là, qui sont repris, moins de projets qui sont des projets éoliens. Les projets éoliens, effectivement, sont des projets qui sont déjà plus difficiles à monter. Il faut en moyenne 10 ans pour monter un projet éolien et on est sur des montants financiers qui sont sans commune mesure par rapport à des projets éoliens qui sont beaucoup plus accessibles finalement à des petits collectifs citoyens, surtout dans des petites communes, donc avec peu finalement de citoyens qui peuvent se mettre dedans. Enfin, qui peuvent s'investir et investir dans le projet. Mais chez Énergie Partagée, on aime bien dire aussi que tous ces projets qui sont menés ne sont pas là que pour la production d'énergie renouvelable. Il y a pas mal d'autres fonctions que nos sociétés citoyennes, enfin, pour lesquelles on est très très attentif à ce qu'elles servent. C'est que ces sociétés citoyennes servent aussi à tout ce qui est de la pédagogie sur le milieu de l'énergie pour l'ensemble des citoyens, puisqu'on voit bien de toute façon qu'on a un manque de connaissances sur le fonctionnement, par exemple, des réseaux électriques, le fonctionnement de la production, le fonctionnement de comment est valorisée l'énergie. Enfin, voilà, il y a tout ça, et ça fait partie de notre rôle aussi de cette transmission d'informations auprès des citoyens. Donc ça, c'est un vecteur fort qui prend beaucoup de temps dans les sociétés citoyennes. C'est l'occasion aussi d'expérimenter d'autres façons de travailler en collectif, de faire de la co-gestion de projet dès le départ du projet, donc avec différents interlocuteurs, hein, qui sont très souvent, puisque c'est des projets vraiment qui doivent être territoriaux et avec une gouvernance vraiment totalement différente d'un projet totalement privé. On remarque aussi que tous ces projets ont en général, et ça concerne surtout l'éolien, mais pas que, une meilleure acceptabilité sociale quand ce sont des projets qui sont réellement citoyens, parce que les citoyens sont consultés, et notamment ceux qui sont les riverains proches des projets. Et là, je parle surtout pour l'éolien, hein, qui pose beaucoup plus de problèmes d'acceptabilité sociale. Et donc, ces projets, effectivement, qui sont beaucoup de projets éoliens qui partent avec une vocation citoyenne vraiment très forte et une gouvernance citoyenne, arrivent à se développer quasi sans opposition. Et en tout cas, sans recours juridique, on arrive encore à sortir des projets aujourd'hui éoliens sans ces pertes de temps finalement, hein, puisque ça va rallonger beaucoup de temps sur les projets. Voilà, ça c'est une version. Et puis il y a la question aussi financière, hein, qui est le retour d'énergie partagée aujourd'hui sur l'ensemble des projets qui ont déjà été aidés et financés par cette association. On remarque qu'un euro d'investi sur le territoire via ces projets, la mise en place de ces projets, c'est 2,50 € qui va rester sur le territoire, grâce notamment à la fiscalité, mais pas que. Donc il y a un retour aussi positif pour les communes ou pour les EPCI, notamment à travers cet investissement citoyen qui est fait sur le territoire. Là maintenant, c'est plutôt un retour d'expérience donc de la coopérative dans laquelle je travaille aujourd'hui, donc qui est la Sirène. Alors nous, on va faire rapide, on est né en 2017, hein, enfin en 2017 suite à un budget participatif de la ville de Rennes. Ensuite, on a créé la coopérative en 2019 et on a commencé à travailler sur notre premier projet d'autoconsommation collective en 2020.
Et depuis, voilà, on continue. Aujourd'hui, on a 3 boucles d'autoconsommation qui fonctionnent et on devrait en mettre 2 en place. Enfin, on a signé les devis il y a moins de 2 semaines pour 3 autres boucles. Là, en 2025. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, comme je l'expliquais en préambule tout à l'heure, en fait, l'autoconsommation collective est quelque chose qui paraît extrêmement compliqué ce qui était mon cas hein, en 2019 quand on a commencé notre premier projet. Et aujourd'hui, mon retour d'expérience, c'est qu'en fait, c'est juste une valorisation de l'électricité. C'est assez simple. On a effectivement, ça a été repris tout à l'heure par Mohamed sur la convention qui a signé avec Enedis, les quelques documents. Et on a eu une aide vraiment très, très efficace, nous, de la part de notre contact Enedis qui est sur Rennes pour le développement de ce projet. Donc, ce qui simplifie énormément, finalement, la mise en place d'une boucle d'autoconso. À la limite, les plus grosses difficultés, on les trouve plutôt dans le rapport avec les installateurs et l'installation de la centrale. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est typique à l'autoconsommation collective, parce que quand on faisait de la revente totale avant, on avait exactement les mêmes problèmes. Donc, c'est plus des problèmes techniques ou des problèmes de trouver le bon opérateur, le bon installateur, et avec des chantiers qui prennent pas de retard. Donc nous, on est une société citoyenne, on a commencé donc en 2019, un capital social de 25, 26 000 euros. Aujourd'hui, on a un capital, puisque c'est un capital variable de 200 000 euros. On est une SAS à capital variable qui fonctionne sous un mode de gouvernance coopérative, donc une personne, une voix. Et on a un agrément qui a été renouvelé d'ailleurs depuis, agrément ESUS de l'économie sociale et solidaire, donc qui limite effectivement à la fois la question des dividendes, la question des salaires. Enfin voilà, donc, on s'inscrit vraiment typiquement dans l'économie sociale et solidaire pour le fonctionnement de la coopérative. Et on a à peu près aujourd'hui 190 actionnaires et le nombre grandit. Effectivement, on fait rentrer de nouveaux actionnaires, du nouveau capital à chaque fois qu'on met un nouveau projet, puisqu'aujourd'hui, on est sur un financement à peu près de 50% de l'investissement total se fait par des apports en fonds propres et 50% par de l'emprunt bancaire. Le projet qu'on a mené sur Rennes, donc en 2019, c'est un projet où on a directement mené 2 boucles. On a mis 2 boucles parce que sur Rennes, effectivement, notre périmètre était limité aux 2 kilomètres. Je ne reviendrai pas sur la question des périmètres qui a été évoquée juste avant. Donc sur Rennes, comme on est en territoire très dense, on était sur 2 kilomètres. Et donc pour couvrir une zone plus importante, on est directement parti sur la création de 2 boucles. Et on couvre une grosse partie du sud de Rennes, au sud de la gare de Rennes, intra-rocade. On couvre une bonne partie avec ces 2 boucles de 2 kilomètres. Donc on a installé 376 kilowatts crête de puissance hein, sur 2 écoles et 6 immeubles HLM d'un bailleur social. On a une production annuelle d'à peu près 400 mégawatts watt-heure. On a un nombre de clients qui est assez important, puisqu'en fait, aujourd'hui, vous avez la descriptive des clients en dessous. Hein, la grosse majorité, c'est des particuliers. 109 clients sont des particuliers. On a 4 commerces, une entreprise tertiaire, une borne de recharge du SDE 35. On a 5 écoles de la ville de Rennes, 2 maisons de quartier de la ville aussi, un pôle culturel de la ville. Et en fait, on a été une des premières boucles en France à avoir autant de clients finalement dans la boucle. Beaucoup de boucles au début étaient des petites boucles. Et encore aujourd'hui, par rapport aux chiffres que Mohamed a donné tout à l'heure, j'ai calculé. Donc on n'a que 3 boucles, nous, sur les 1111 opérations qui sont recensées chez Enedis. On n'en a que 3 qui fonctionnent, mais on représente 1% de la totalité des consommateurs, des fameux 12 370 particuliers. Donc voilà, on avait des boucles avant qui avaient relativement peu de clients. Nous, on est parti sur des boucles directement avec un nombre de clients assez important à gérer. Voilà comment ça se répartit. Donc vous avez la ville de Rennes avec la gare qui se situe au-dessus, au centre. Voilà, et on a 2 boucles qui sont représentées. Il y en a une qui est plus importante, elle a plus de production et donc plus de consommateurs. Les grosses épingles vertes, c'est les centrales de production et les petites épingles jaunes, c'est les particuliers. Les rouges, la rouge, c'est une association. En orange, c'est les entreprises qu'on a sur le territoire. Voilà un peu comment c'est réparti sur notre territoire, ces boucles d'autoconso. Donc le fonctionnement chez nous, donc la PMO, donc la fameuse personne morale organisatrice, est assurée par l'association Énergie du Pays de Rennes. C'est elle qui assure ce rôle et donc ce contact avec Enedis. Et la convention d'autoconsommation a bien été signée entre donc l'association Énergie du Pays de Rennes et Enedis. Et le producteur, actuellement, il n'y a qu'un seul producteur et c'est Sirène. Et donc, on a, nous, les 2 premières boucles, on était un système subventionné puisqu'on avait répondu à un appel à un appel à projet de la région Bretagne. Et donc, dans ce cadre-là, on n'avait pas droit à EDF OA,
Mhm. au tarif d'obligation d'achat, puisque dans le cadre du fait qu'on ne peut pas avoir deux subventions sur un même projet, donc on avait négocié avec Enercop pour un rachat de l'électricité en surplus et surtout pour pour assurer la responsabilité d'équilibre de notre opération. On a développé différents outils, je rentre pas dedans. Là, c'est l'outil financier qui nous permet de calculer notre coût de sortie du kilowattheure, c'est-à-dire à combien on va vendre finalement le kilowattheure à nos clients. Donc, il prend en charge tous les CAPEX, tous les OPEX sur la durée du projet, 25, 30, 20, 25, 30 ou 40 ans, avec toutes les coûts qui sont provisionnés, l'inflation, voilà. Et c'est ça qui nous permet de déterminer en rouge en bas le coût de sortie de notre kilowattheure hors toute taxe pour le client. Donc, il va être vendu à chacun de ses clients. Voilà nos tarifs actuels, les derniers tarifs 2025. Donc, on a trois boucles. Depuis, on a monté donc une nouvelle boucle sur une commune où là, on n'a pas été subventionné du tout et c'est une petite centrale. Donc, on peut monter des boucles aussi avec des petites productions. Là, on est sur une production de 36 kilowatts crête sur un bâtiment de la métropole qui est une ressourcerie à la déchetterie. Et donc là, on a 12 clients actuellement sur cette boucle-là, sur les 36 kilowatts crête. Et voilà le prix de sortie de notre kilowattheure. Donc on va être à 12 centimes hors taxe. Actuellement, actuellement, on n'a pas de droit d'accise. C'est remis en question. J'y reviendrai juste un peu après. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y avait pas de droit d'accise depuis la loi de finances. Ensuite, on fait une estimation de la valeur du coût de l'acheminement, hein, le TURP, et donc ça fait un coût de sortie pour le client, effectivement, de 19 centimes, 3, en sachant qu'aujourd'hui, le tarif régulé, on est à 20,16 centimes. Donc on voit qu'on arrive à sortir, même avec des petites centrales, on arrive à sortir un kilowattheure qui est en dessous du tarif régulé. Et nous, l'avantage, c'est que ce coût, il sera valable pendant la durée de vie du projet, 20-25 ans. On a une formule d'indexation qui est exactement la même formule qui se trouve dans les contrats EDF-OA, qui est une formule qui, ces 2 dernières années, a évolué de 0,10 et 0,15%. Donc, on va avoir une petite évolution du prix au cours du temps qui passe, mais comme on ne dépend plus ni du marché mondial, ni du marché européen d'électricité, ni de la géopolitique mondiale, on va avoir un prix qui va rester beaucoup plus stable pendant 25 ans ici sur ce projet-là, puisqu'on a signé une convention d'occupation avec la collectivité de 25 ans. Donc, on va avoir un prix beaucoup plus. Et par contre, le prix du tarif régulé de l'électricité va avoir probablement une augmentation plus importante. Donc, l'intérêt va être grandissant avec le temps qui va passer. Mhm. La spécificité de notre projet, c'est on a deux spécificités. On fonctionne au forfait. C'est-à-dire qu'en fait, chez nous, les personnes achètent un forfait d'électricité annuel. Donc, ils prennent par exemple 1000 kWh à l'année et qui va leur être débité tous les mois. Quand on fait le travail de la clé de répartition et le rapport qu'on a avec Enedis, on va débiter effectivement le nombre de kilowattheures sur le forfait, un peu comme les cartes prépayées de téléphone qu'on avait à une certaine époque. Nous avons mis en place ce système-là, on a été quasi dans les premiers à le faire, et c'est un système qui allège énormément la gestion de la PMO et donc les coûts de la PMO derrière, puisqu'on n'a qu'une seule facture à faire par an et pas une facture par mois par nombre de clients. Nous, comme on a 120 clients, mine de rien, la différence, elle n'est pas négligeable Mhm. de faire. L'autre spécificité qu'on a, en plus, on n'a pas à gérer d'impayés. Du coup, comme on travaille au forfait prépayé, on n'a pas à gérer d'impayés et ça, c'est vachement intéressant. Ça a d'ailleurs rassuré notre banquier parce que gérer des tout petits impayés, finalement, on passe plus de temps à essayer de récupérer l'impayé que ce qu'il va nous rapporter derrière. Et l'autre spécificité, parce qu'on est une société citoyenne et qu'on a vraiment désiré le faire, on a un tarif social. Donc vous voyez là, il y a trois tarifs. On a un tarif de soutien qui, lui, est un peu plus cher, effectivement, hein. Ce tarif de soutien, il est 10% plus cher que le tarif basique. C'est des clients qui acceptent de payer plus cher leur électricité. Et ce qui nous permet de proposer un tarif qu'on appelle éco, qui est un tarif social, qui, lui, va être réservé à des personnes en situation de précarité énergétique. Et ce tarif social, lui, il est 30% moins cher que le tarif basique. Donc, on a une péréquation tarifaire entre le tarif de soutien et le tarif social. Et ça, c'est très important pour nous, c'est qu'on puisse aider aussi ceux qui sont en précarité à pouvoir acheter leur électricité et à leur moins cher et à leur garantir dans la durée de vie du projet, donc des 25 ans. Et ça, c'est un système de solidarité par des personnes. Et finalement, on a quand même beaucoup de personnes qui acceptent de payer leur électricité un peu plus cher, en voyant qu'aujourd'hui, ces personnes qui acceptent de payer le tarif de soutien, on est à 20,7 centimes à la place des 20,16. Donc vous voyez que l'écart n'est pas très très grand et ça participe à la solidarité du projet.
On a développé en interne tous les outils qui nous permettent d'assurer la PMO. On a écrit le logiciel qui nous permet de traiter les clés de répartition. Donc aujourd'hui, en fait, on est totalement autonome dans cette gestion-là. Donc là, c'est un petit exemple de ce qui est envoyé à chacun de nos clients, hein, qu'ils soient des clients particuliers, la ville de Rennes ou les entreprises, et qui leur montre en fait leur taux de consommation et d'autoconsommation mois par mois. Ils ont sur un cloud sécurisé la possibilité d'aller voir effectivement leurs fiches. Et effectivement aussi, ils ont un petit indicateur en bas qui leur montre où ils en sont dans leur forfait. Alors, ce que je n'ai pas dit pour le forfait, effectivement, une seule spécificité pour le forfait, c'est qu'on travaille avec la ville de Rennes. La ville de Rennes a 8 compteurs qu'elle a mis donc dans la boucle d'autoconso. Avec la ville de Rennes, on ne travaille pas au forfait, parce qu'on ne peut pas travailler au forfait avec une collectivité, surtout pas prépayée, puisque la collectivité ne peut payer que sur service rendu. Donc effectivement, dans ce cadre-là, la ville de Rennes a passé un petit marché de consultation que nous avons remporté, effectivement, du coup, elle a attribué pour nous acheter 40 000 euros, les fameux 40 000 euros pour rester en dessous du seuil des marchés publics, où ça devient beaucoup plus contraignant, 40 000 euros d'électricité au maximum pour 3 ans sur l'ensemble de ces 8 compteurs. Donc ça, c'est la condition. Donc on a une facturation un peu plus régulière pour la ville de Rennes. Et on tient compte effectivement de ces 40 000 euros à ne pas dépasser sur 3 ans, puisque ça fait partie, c'était la condition en tout cas du marché qu'on a signé avec la ville. Donc voilà, donc on a 3 boucles qui sont en fonctionnement, on en a 3 qui devraient démarrer courant 2025, voire la troisième tout début 2026. En fait, comment on fonctionne aussi? Nous, c'est souvent les collectivités qui nous contactent et qui nous disent, voilà, nous, on souhaiterait effectivement pouvoir créer une boucle d'autoconsommation sur la commune, mais on n'a pas les sous pour investir pour équiper nos bâtiments. Et donc, est-ce que vous pourriez servir de tiers investisseur, effectivement, et puis de mettre en place une boucle d'autoconsommation dont nous, la collectivité, on pourrait profiter, mais aussi les habitants, les entreprises du territoire. Et donc, c'est très souvent comme ça, en fait, qu'on démarre. On essaye d'avoir un collectif de citoyens qui fait partie de cette commune-là, parce qu'on veut vraiment un ancrage hyper local le plus fort. C'est ce collectif-là qui va rejoindre notre coopérative, mais qui va être le lien avec les élus, avec les citoyens, pour trouver des investisseurs, pour trouver des consommateurs. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Juste pour information, on n'a jamais eu aucun problème à récupérer les sous qu'on avait besoin, à trouver en tout cas de l'épargne pour investir dans nos projets. Là, on est sur un assez gros projet aussi de 6 centrales au sol sur des anciennes décharges et qui est assuré par le SDE, ce projet-là. Et on est en charge à 3 sociétés citoyennes à devoir trouver 500 000 euros pour investir dans le projet. C'est le volet citoyen. Et là, en 4 jours, on est à 200 000 euros déjà de trouver. Donc on voit bien de toute façon que l'investissement citoyen pour participer à ces projets-là, c'est rarement ça qui est le problème, en tout cas pour trouver l'argent et pour pouvoir développer les projets. Donc nous, on n'a jamais eu aucun souci, en tout cas aujourd'hui, à ce propos-là. La question qui a été évoquée tout à l'heure de la boucle fermée ou de la boucle patrimoniale. Donc effectivement, moi je l'ai repris sur un schéma un peu différent. On a l'autoconsommation individuelle d'un côté, où effectivement on va produire son électricité qui va être consommée par le propre bâtiment. Et donc là, effectivement, tout est consommé par le bâtiment et éventuellement on peut avoir un contrat de rachat du surplus. Ça existe encore aujourd'hui, mais on ne sait pas comment ça sera demain. Mais aujourd'hui, c'est le modèle qui fonctionne. L'autre, c'est l'autoconsommation collective en boucle ouverte. C'est ce que nous, on travaille, puisque nous, effectivement, à partir du moment où on fait de l'investissement citoyen dans le projet, ben, on ne travaille que sur des boucles ouvertes, puisque le but étant bien que les citoyens puissent profiter aussi, devenir non seulement des consommateurs par l'investissement qu'ils font dans le projet, mais aussi des consommateurs, c'est-à-dire qu'ils vont consommer aussi l'électricité locale qui est produite dans cette boucle-là. Et on a la version que moi, je place toujours en intermédiaire, qui est l'autoconsommation collective patrimoniale. En rouge et noté, c'est faire ensemble tout seul, en fait. Puisque collective, normalement, bah, c'est tous ensemble, on fait un projet. Et l'autoconsommation collective patrimoniale, en fait, c'est un seul producteur qui va et un seul consommateur, puisque c'est la même entité, en fait, Mhm. mais qui va le répartir sur son patrimoine. Donc, c'est une version un peu intermédiaire entre les deux et qui va permettre de pouvoir effectivement du coup équiper beaucoup plus de ces bâtiments. Et certains bâtiments vont pas consommer la totalité, mais d'autres vont plus le consommer, ont une toiture qui est possible, parce qu'il y a aussi toute la question des toitures, hein. Nous, notre tour d'expérience aujourd'hui, on a 70% des toitures que l'on étudie qui sont pas solarisables.
sans modification technique, sans reprise de toiture, sans Mhm. changement du complexe isolant, sans changement de la membrane qui n'a pas le bon indice de poinçonnabilité. Enfin voilà, il y a beaucoup de soucis aussi sur les toitures. On a énormément de toitures finalement qui aujourd'hui sont des bâtiments, et pas forcément sur des bâtiments qui ont 30 ans, hein. On a des bâtiments qui sont sortis il y a 5 ans, qu'on a étudiés, et qui sont malheureusement pas solarisables aujourd'hui sans des coûts importants. Quel pourrait être l'avantage de la boucle patrimoniale et de la boucle ouverte? Alors moi, j'essaie toujours, en tant que société citoyenne et énergie partagée, défend cette position-là, évidemment, c'est d'essayer de faire des boucles ouvertes pour que ça soit adressé aux citoyens et que le citoyen puisse investir dedans. Donc on essaie toujours de travailler et de favoriser la boucle ouverte. D'autant plus que aujourd'hui, en fait, dans les boucles patrimoniales que j'ai pu étudier, et les deux auxquelles j'avais aidé à mettre en route en 2017 et en 2022, c'est qu'on a la question du surplus. En général, on a un surplus plus important dans une boucle patrimoniale parce que les collectivités ont des bâtiments qui consomment de façon assez spécifique. Alors là, ici, on a une courbe de charge, par exemple, d'un bâtiment qui va consommer un bâtiment plutôt tertiaire, un bureau, hein, en fait, des bureaux de collectivité. Ben, on va consommer pendant toute la semaine et puis on consomme pas du tout le week-end. Les panneaux, eux, ils continuent à produire le week-end. C'est-à-dire que toutes ces périodes de week-end, on va chaque fois être en surplus, qui peut éventuellement être consommé dans un autre bâtiment. Alors après, ça va dépendre du type de bâtiment qu'on a. Si on a une piscine, si on a, enfin voilà, si on a une salle des sports qui va être utilisée la semaine. Mais on remarque malgré tout, notamment dans les écoles, bah, elles ont une consommation qui est tout au long de l'année, moins le mercredi après-midi, et en plus en été, il n'y en a pas, ou alors il y a quand même un centre de loisirs qui est au sein de l'école, mais c'est assez réduit malgré tout du coup la consommation. Donc on a des consommations qui sont pas vraiment régulières. Et les écoles, par exemple, sont un assez mauvais consommateur puisque les écoles elles sont fermées en été au moment où les panneaux produisent le plus. Pour ce qui est du photovoltaïque, hein, je reste sur le photovoltaïque ici. Donc, le fait de diversifier les consommateurs, c'est-à-dire qu'on va diversifier les courbes de charge en ayant des particuliers, des entreprises, des collectivités, on va diversifier les courbes de charge. Et la seule façon aujourd'hui de limiter le surplus, c'est en diversifiant les courbes de charge. Enfin, pas la seule façon, mais une des façons la plus faciles en fait de le faire aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, on est à des taux de surplus enfin, des taux d'autoconsommation qui approchent les 95%, c'est-à-dire qu'on a à peu près 5% de surplus et on vise les 100% d'autoconsommation. Pourquoi? Parce qu'on anticipe la disparition de DFOA dans notre tête. On sait que toute la question du rachat du surplus et de DFOA, la volonté, on le voit bien au niveau national, et elle a été demandée, d'ailleurs la disparition de DFOA a été demandée par l'Europe plusieurs fois. Ça fait 1 an et demi qu'on le sait, et donc petit à petit, ça va disparaître. Donc on essaie d'anticiper ce moment-là en se disant, on n'a plus EDFOA, on n'a plus de rachat de surplus, donc comment on fait pour limiter ce surplus, ne plus en avoir du tout? Et c'est possible. Au sein d'une boucle ouverte, c'est tout à fait possible de ne plus avoir de surplus ou en tout cas très très peu. On peut aussi travailler avec nos clients sur la flexibilité, c'est-à-dire qu'ils déplacent leur consommation pour que leur consommation corresponde plus au moment où les centrales produisent. C'est notre rôle pédagogique et on le fait pas mal avec les particuliers pour l'instant, en tout cas pour essayer de mieux adapter ces consommations. De toute façon, on sait bien qu'au niveau national, plus le développement des énergies renouvelables va se faire, plus on va devoir inciter en tout cas les citoyens à travailler sur la flexibilité, c'est-à-dire pas vraiment de changer nos habitudes de consommation. Ça c'est vraiment, alors, effectivement, si on a une boucle patrimoniale, demain, et la boucle patrimoniale, quand on a un tarif de rachat avec EDFOA, c'est EDFOA qui assure la responsabilité d'équilibre. Demain, on n'a plus de EDFOA, on n'a plus de responsable d'équilibre. Donc, comment on monte une boucle d'autoconsommation? Et là, aujourd'hui, on a pas mal d'opérateurs privés qui sont en train de réfléchir à proposer ce service, et qui va être un service payant, donc il va falloir rajouter à son coût de sortie du kilowattheure, qui va être un service pour assurer cette responsabilité d'équilibre. Nous, aujourd'hui, sur les projets qu'on fait, par exemple, notre surplus, il est donné à Enercop, et en contrepartie, Enercop assure notre responsabilité d'équilibre du projet. Donc, on n'a pas de valorisation du tout de notre surplus, mais par contre, ils assurent notre responsabilité d'équilibre sans lequel on ne pourrait pas monter la boucle de toute façon. Donc, pour les boucles patrimoniales, c'est une question aussi qu'il faut. C'est pour ça que les syndicats, en tout cas pour l'instant, sont très remontés sur la diminution, en tout cas des tarifs au niveau de DFOA, voire sa disparition prochaine. Et les syndicats et les SEM, nous on travaille beaucoup avec la SEM départementale, hein, la SEM du 35, Énergive, qui travaille beaucoup dans ce domaine-là. Et voilà, c'est des choses qu'on essaie d'anticiper aujourd'hui.
parce que cette disparition, elle est quand même assez bien programmée et on voit en tout cas que beaucoup de choses convergent cette disparition-là. Il faut l'anticiper aujourd'hui pour ne pas avoir un trou d'air à un moment donné dans le développement des projets. Les points de vigilance, effectivement, il y en a trois, donc celui du milieu, ben, je ne vais pas revenir dessus, c'est la EDF-OA, je viens d'en parler. On voit bien que les évolutions des tarifs de rachat depuis 2011 ben, sont en baisse assez constante. Il y a juste eu une petite hausse en 2023 qui était un effet de rattrapage après 2022. Grâce au bouclier tarifaire, on a eu un peu cette hausse qui était prévue. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on est en diminution constante jusqu'au moment sans doute à la disparition. Aujourd'hui, on est sur du tarif de rachat de surplus dans le tableau que vous voyez en bas, par exemple, pour une centrale de 36 à 100 kW crête de 7,61. Nous, aujourd'hui, le kilowattheure en autoconsommation collective, on le vend à 12 centimes. Donc, on voit bien que plus on aura de surplus, plus on dégrade le modèle économique global de notre opération. Donc, ce n'est plus intéressant du tout d'avoir du surplus. À une époque, ça l'était, parce que le tarif de surplus était supérieur au tarif de vente de l'électricité. Donc, les personnes pouvaient se dire, bah, si j'ai un taux d'autoconsommation de 50%, c'est pas grave, les 50% autres vont être achetés par le tarif de surplus, et ça équilibrera de façon économique tout à fait mon projet. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et ça, c'est les derniers tarifs, et qui normalement devraient bouger aussi après le 30 juin, c'est-à-dire dans très très peu de temps, puisque normalement, il devrait y avoir une nouvelle modification. On sait qu'elle est toujours en retard, mais cet été. Il y a la question de l'accise sur l'électricité aussi qui a bougé, puisque cette accise, c'est en fait c'est la fameuse CSPE hein, qui a été changée en accise sur le prix de l'électricité. Voilà, qui a été supprimée par la loi de finances. La dernière loi de finances a supprimé cette accise pour tous les kilowattheures consommés, autoconsommés dans le cadre de boucles d'ACC. Et tout dernièrement, il y a 3 semaines, le BOFIP, donc les services fiscaux, remettent en cause la décision qui a été prise dans la loi de finances parce qu'ils ont une interprétation différente. Donc là, il y a un flou aujourd'hui juridique qui n'est pas... Donc, la loi de finances dit c'est supprimé et les services fiscaux disent bah non, nous on l'interprète pas comme ça, donc elle n'est pas supprimée, donc vous la devez. Donc pour l'instant, depuis 3 semaines, on est dans ce trou d'air, on ne sait pas. Et c'est pas négligeable, hein, parce que l'accise pour les ménages, par exemple, c'est quand même 3,37 centimes sur le coût de sortie d'un kilowattheure. Donc si on rajoute 3,37 centimes sur les 12 centimes que l'on a, on passe au-dessus du tarif régulé, du coût du tarif régulé de l'électricité. Donc c'est-à-dire des kilowattheures plus difficiles à vendre en tout cas à la grande majorité des citoyens. Donc ça, c'est une instabilité qui est très importante aujourd'hui et dont Enerplan et certains syndicats ont adressé des questions au gouvernement, mais où il n'y a pas eu de réponse aujourd'hui parce qu'ils traitent, aujourd'hui, ils traitent notamment le troisième problème qui est le moratoire, hein, qui a été évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, le moratoire qui a été voté dernièrement. Il est rediscuté aujourd'hui, donc on espère malgré tout qu'aujourd'hui ça ne donne pas passer, mais on est toujours sur ces coûts. En fait, ce qui manque au niveau de la filière du développement des énergies renouvelables, c'est une certaine stabilité à long terme. Parce qu'on dit souvent effectivement que les entreprises privées, ben, elles s'en plaignent beaucoup parce qu'elles ont du mal à créer un plan d'affaires de développement d'entreprise, d'engagement de personnel et tout. Mais nous, les sociétés citoyennes, on est un peu basés sur la même chose. Donc moi, avec notre société, notre coopérative citoyenne, ce qu'on essaie de plus en plus de faire, c'est de se passer complètement. On ne demande plus jamais aujourd'hui aucune subvention pour nos projets, pour plusieurs raisons. D'abord, moi, j'ai toujours essayé de sortir du système des subventions, parce que la subvention, c'est bien, mais on a un fil à la patte. Et quand on n'a pas de subvention, on est beaucoup plus autonome. Et aujourd'hui, on peut sortir des projets photovoltaïques sans subvention. La subvention, c'est de l'argent public, c'est pas de l'argent magique. Donc, moi, je préfère que s'il en reste encore un petit peu, parce qu'on nous dit qu'il y a de moins en moins d'argent public au niveau de l'État, mais je préfère qu'il serve à des branches qui en ont beaucoup plus besoin, qui ne peuvent pas trouver de rentabilité. Dans les projets d'ACC en photovoltaïque, aujourd'hui, on peut faire sans subvention. Donc, nous, on n'en demande même plus aujourd'hui de subvention. Et donc, la disparition de EDF OA, moi, je trouve que c'est plutôt une opportunité aujourd'hui pour faire différemment et pour faire mieux. Voilà, mais ça c'est un D'accord. avis qu'on a en société citoyenne, certaines personnes, pas tous, hein, loin d'être tous d'accord avec cette vision des choses-là. Entendu. Merci beaucoup, Monsieur Janssen, pour la densité, la précision de vos informations, puis surtout aussi sur ce souci d'anticipation, puisqu'on est à la fois sur quelque chose qui est assez récent, assez nouveau,
mais dont les contours ne sont pas totalement finalisés. Et vous avez eu raison d'insister effectivement sur l'adaptation que vous-même vous faites autour de l'énergie Pays de Rennes, sur ce que vous avez fait pour vos boucles locales. Ça risque d'être un peu frustrant, mais je vais proposer à Patrick Tranchevant de faire son intervention maintenant. Sinon, on risque de ne pas avoir le mix de toutes les interventions pour avoir les dernières questions ou remarques. Pierrick, si tu veux bien enchaîner directement. Oui. euh, Bah, écoute, d'abord, je vais être très court, Jean, parce que je trouve que les deux intervenants qui nous ont donné vraiment des choses très détaillées. Ce que je vais proposer pour la Mayenne comme expérience est beaucoup plus modeste que nos amis rennais. Euh, Peut-être que je rappelle ce que tu as dit en introduction quand même, dans un territoire rural, la Mayenne c'est 300 000 habitants, euh, dans un territoire rural, on voit bien que la crise ukrainienne, la fin de la rente, tout ça, ça a été un facteur qui a incité les communes, les EPCI et les territoires d'énergie à prendre à bras le corps cette question énergétique. Et donc, on a vu des communes qui étaient plutôt en demande par rapport aux syndicats d'énergie que par rapport aux EPCI. Ça a été une particularité en Mayenne où finalement les EPCI ont mis un peu plus de temps à s'intéresser à cette question-là. On a eu des communes qui étaient plutôt des communes traditionnellement conservatrices, résistantes, s'engager dans l'autoconsommation patrimoniale. Et donc, c'est faire tout seul quelque chose en profitant du tarif qui était proposé. Ça a été quelque chose qui s'est développé sur certains projets, à Saint-Georges-Butavant et à Renazé. Ce n'est pas forcément ce qui se développe aujourd'hui, puisque nous avons créé une SEM avec justement la participation d'Enercop, avec des banques, et on a commencé à travailler à partir d'Ombrière sur les boucles courtes qui pouvaient être créées. Et donc, on en a créé un certain nombre aujourd'hui avec la SEM, qui est la PMO, et qui permet, avec les centres hospitaliers qui ont été les premiers peut-être à être sensible à cela, et puis d'autres acteurs, des blanchisseries et des boucles plus complexes avec à la fois des collectivités, à la fois qui produisent et qui consomment, à la fois des entreprises qui produisent et qui consomment, et puis d'autres consommateurs tout autour qui peuvent permettre de cette boucle. On est beaucoup moins précis que ce qu'ont fait nos collègues bretons. Euh, on participe évidemment avec récit pour ce qui nous concerne également au niveau de la SEM, avec à chaque fois, on s'en est aussi aperçu dans cette SEM, des investissements citoyens, à chaque fois que c'est possible, puisque les investissements citoyens permettent une acceptabilité, même si sur la question du photovoltaïque, euh, en Mayenne, on a une CDPENAF qui est extrêmement comment dire, difficile, sévère, et qui a pour objet, enfin, qui a pour fonction souvent de refuser un grand nombre de projets. Voilà, voilà ce que je voulais dire, Jean. Je me pose toujours la question de quelle est la bonne échelle. C'est pour moi un vrai sujet en fonction des territoires. C'est bien le maire et la commune qui vont être des acteurs majeurs pour décider oui ou non, mais qui va rassembler l'ensemble de ces projets-là et les structurer, les organiser. Parfois, c'est les EPCI, mais pas toutes. On a des EPCI de différentes tailles elles ont, elles, besoin de territoires d'énergie et donc de la SEM. Ce que moi, je voudrais retenir de cette expérience qui débute d'autoconsommation collective, c'est que c'est collectif, le mot qui est majeur, et il faut bien qu'on travaille de manière coordonnée entre les communes, les EPCI et la SEM, qui travaillent avec Territoire d'énergie, parce qu'on est aussi responsable des réseaux. Et donc, on a de ce fait un lien traditionnel fort avec Enedis et avec les différents acteurs, aussi les opérateurs techniques. Et donc, ça c'est pour nous quelque chose qui est important. Ce qui est important aussi, on le voit bien, on l'a vu dès que on a des excellentes relations avec les services de l'État, la facilité qu'on peut avoir à mettre en place ces boucles-là. Et puis, un bon, moi je suis toujours surpris à chaque
conseil d'administration de la SEM, de voir combien les différents investisseurs, hein, que ce soit les banques locales, que ce soit Enercop, que ce soit aussi la Banque des Territoires qui suit tout cela, combien on a besoin de faire des comptes rendus extrêmement précis de l'activité. Moi, j'ai pas préparé les, l'excellent diaporama qui nous a été donné sur le bilan là, des amis rennais, mais voilà ce que je pouvais dire. Euh, rappeler que, rappeler Jean quand même que en tant qu'élu, expliquer le fonctionnement de l'électricité française, la fin de la rente, les boucles d'autoconsommation collective, ça nécessite des talents de pédagogue qui ne sont pas petits, hein, et que la pédagogie, c'est l'art de la répétition, mais c'est aussi l'art de la répétition différente. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dote de moyens à chaque fois de pouvoir expliquer cette complexité-là dans toute la chaîne de production, dans toute la chaîne aussi de facturation. Il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir expliquer ça aux communes pour qu'elles puissent s'engager, aux EPCI pour qu'elles puissent s'engager et qu'on déborde les clivages qui peuvent être à chaque fois, qui font jour, à chaque fois que l'on parle euh, euh, bon, si on parle de photovoltaïque, on va avoir toute une gestion à gérer dans le PCI sur les opposés aux panneaux chinois ou je ne sais pas quoi, ou etc. Si on parle de la méthanisation, on va avoir un certain nombre on part dans des détails sur le maïs qui ne sont pas des détails. Mais ce que je veux dire, c'est que la question énergétique, elle est fondamentale et elle passe par une pédagogie. On est sans doute assez fiers en Mayenne d'avoir 30% de production euh, locale sur notre consommation électrique et 14% en gaz. Donc voilà. Mais ça ne se fait pas sans pédagogie. Et la pédagogie, euh, elle est, c'est un art, c'est pas si facile que cela. Et donc, on a besoin d'avoir des éléments faciles à donner. Et puis, peut-être, la dernière, je voudrais reprendre ce que m'a dit le collègue de Rennes, c'est qu'on a besoin de stabilité. On a besoin de stabilité à long terme. Et la stabilité, c'est évidemment qu'on ne change pas de modèle tous les 4 matins, mais c'est aussi qu'on ne change pas d'interlocuteur. Et donc, on a besoin d'une stabilité de l'État pour savoir où s'adresse-t-on. Est-ce que c'est à Bercy? Est-ce que c'est ailleurs? C'est à quel ministère? Et on voit bien que tout cela change et ça perturbe beaucoup les maires et les porteurs de projets. Voilà, moi D'accord. je pense que Merci. chez nous, c'est la PMO. La PMO, c'est la SEM. Et donc, elle a un prix moyenné qui est unique pour tous les Mayennais. C'est un tarif qui est fixé sur 20 ans avec une indexation annuelle qui est limitée à 1%. Voilà. D'accord. Mais merci Pierrick pour cet éclairage. Je pense que c'était nécessaire aussi qu'on donne un peu la voix du territoire. Je vais juste noter, et je pense que tu partageras mon point de vue pour dire que les deux présentations qui nous ont été faites ce matin sont d'une très grande valeur pour faire en sorte que nos collègues dans les EPCI et leurs conseillers municipaux, puisqu'ils travailleront aussi, comme tu l'as rappelé, à l'échelle communale, vont avoir des outils. Donc encore une fois, je le redis, le webinaire a été enregistré, ça servira à ça, mais aussi on a noté pour Enedis d'abord, et je vais le redire, que l'entreprise a des référents qui peuvent accompagner les projets territoriaux. Et pour ce qui est du réseau énergie partagée, en liaison avec ce que font en soutien tous les conseils régionaux, on a des structures locales qui viennent en appui. Alors nous, évidemment, on va se poser la question à Interculture France, comment on valorise tout ça, parce qu'on sait derrière qu'il y a beaucoup de gens intéressés. Moi, je voulais d'abord vous remercier. Il nous reste des questions en suspens du côté d'Interco de France. Vous les avez soulevées les uns les autres, pas forcément de la même manière, et on n'en partagera peut-être pas les mêmes intérêts, mais je voudrais juste noter que sur ce sur quoi on va travailler prochainement. D'abord sur les questions de fiscalité et de financement et de modèle économique. Bon, on a bien été, comment dire, averti par Énergie Pays de Rennes qu'il y avait un risque sur l'accise, et ça serait quand même assez paradoxal que la représentation nationale, quand elle vote un truc, elle soit contredite par des technocrates, fussent-ils de haut niveau comme ceux qui sont à Bercy, mais il y a quand même un problème qu'il faut qu'on surveille, ça c'est le premier point. On ne peut pas non plus être indifférent à ça quand on voit l'enjeu qu'il y a. Le deuxième point, et là je pense que M. Lightby
peut le comprendre, on peut avoir une vision différente des entreprises nationales de réseau sur le TURP. Par exemple, nous, on commence à se poser la question. Quand je dis le nous, ce sera un travail qu'on évoquera en commission d'intercommunalité de France. C'est pourrait-il pas y avoir deux façons de payer le TURP, parce que quand même, quand on est sur des boucles d'autoconsommation, je veux dire, ce qu'on paye pour la péréquation sur les territoires, elle est quand même assez limitée, vu que par la taille, le périmètre même du réseau. Donc, l'idée de plaider pour deux niveaux de TURP, un classique qui correspond effectivement à la solidarité nationale et au fait qu'on vive dans une république qui veut défendre toutes les formes de territoire, mais aussi peut-être dans cette période assez particulière, faire en sorte que ben, les initiatives sur les boucles locales, elles, dès l'instant où elles contribuent au réseau, ben, elles fonctionnent que pour ce service qu'il aurait réellement rendu. Alors voilà, ça fait des questions ouvertes. On voulait lire, Monsieur Legby, donc, mais je n'avais pas eu le temps d'en parler avec Marianne Largeau, votre présidente, mais je pense qu'on aura une prochaine rencontre et on en reparlera. Mais ça pourrait être, allez, on ne va pas dire une zone de conflit, mais une différence d'appréciation entre collectivités et entreprises. Mais en tout état de cause, on va être très attentif à ces questions de fiscalité. On voit que le monde s'est un peu ouvert avec des initiatives qui peuvent fleurir. On va surveiller également, et ça va être dans le prochain mandat, un rendez-vous important à peu près à mi-mandat du prochain mandat 26-32. Il y aura encore cet exercice de planification sur les ADENR à faire. Donc on va voir qu'il y a des choses à faire. Les plans climat aussi vont être renforcés. Et donc tous les élus locaux et les intercommunaux vont devoir faire un travail. Et cet exercice de formation auquel vous avez largement contribué ce matin, et fortement, et je voulais vous en remercier tous les trois, vont permettre bah, au moins à ceux qui continuent, parce qu'ils ont encore quelques mois à faire, 9 mois, puis à ceux qui pourraient arriver ouais, ou à ceux qui vont arriver, de pouvoir se lancer assez rapidement dans ces opérations de production énergétique, parce qu'on n'a pas fait de géostratégie ce matin, de géostratégie mondiale, mais on voit bien que des événements loin de chez nous peuvent assez fortement bouleverser nos vies et nos équilibres dans nos communautés humaines ici. L'énergie a une place centrale, son coût, la façon aussi de décarboner, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est quand même le fondement de ce développement des énergies naturelles renouvelables, c'est aussi de décarboner nos consommations nationales. Voilà, donc on est vraiment dans une période intéressante et ce matin nous a permis de progresser. Je regarde en ligne s'il y avait des remarques. Je vois Carole qui me rappelle qu'effectivement, on respecte le temps, donc ça, j'en doute un peu. Je ne doute pas. Je sais pas, on vous laisse le dernier mot à l'un et à l'autre. Monsieur Lachby, si vous voulez dire un dernier mot, et puis Monsieur Janssen après. Non, mais écoutez, moi, c'était très intéressant et très instructif comme échange. Je pense qu'on aura toujours l'opportunité d'échanger sur cette question du Turc, qui est effectivement une question qui ne date pas d'hier et qui, a fortiori, avec le contexte tendu actuel sur la Mm. fiscalité et potentiellement sur d'autres aspects de l'autoconsommation collective, pourrait revenir. Mais bon, on le fera toujours en bonne intelligence. Merci. Monsieur Janssen? Oui, ben moi je rajouterais simplement qu'il faut pas hésiter, effectivement, quand il y a, parce qu'on voit que dans beaucoup de communes, hein, on est en contact aussi avec beaucoup d'élus, finalement, il y a un peu beaucoup d'interrogations, il y a des angoisses de comment ça fonctionne et tout ça. Donc, ne surtout pas hésiter à se rapprocher des réseaux, hein. Les réseaux régionaux, notamment, sont vraiment là pour ça, pour se déplacer, pour venir, ou ça peut se faire en visio, voilà, expliquer comment ça fonctionne. Alors voilà, une demande de renseignement n'engage à rien, mais ça vaut vraiment la peine. Les réseaux sont vraiment là. Ils font de la formation aussi, hein. Plusieurs réseaux travaillent sur des formations qui sont vraiment dédiées, soit pour les élus, soit pour les agents. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Énergie partagée a vraiment été créée pour ça, pour travailler avec les citoyens, mais pour vraiment développer des projets territoriaux, donc dans l'ensemble de tous les acteurs qu'il peut y avoir sur un territoire assez local. Merci. Alors, Pierrick, je vais conclure à ta place parce que je sais que tu vas être l'animateur de nos prochaines séquences de travail sur la méthanisation, puisque le mardi 1er juillet, on a ce groupe de travail de 10h à 11h30 sur la méthanisation. Et puis, on aura également le 25 septembre un travail autour des autres gaz renouvelables, encore une fois, avec ce souci de leur atterrissage dans les territoires. Voilà, je tenais à vous remercier tous pour votre participation.
Et à Jean, ceux... Jean, Ah, pardon. Jean, Oui. c'est Pierrick, oui. Je voulais te dire qu'il faudrait qu'on travaille également sur la question du stockage. Hum. C'est une question qui arrive dans toutes les communes à une vitesse qui est assez impressionnante, qui est un marché aujourd'hui sur lequel on vient équilibrer le réseau. Il y a plusieurs formes de stockage, on a commencé à travailler là-dessus, mais je pense qu'on a une acculturation à faire pour qu'on ait des réponses intelligentes par rapport à tout ça et qui viennent toucher par ricochet aussi la question de l'autoconsommation collective et d'un certain nombre de choses. À mon avis, c'est une urgence. Je suis surpris de voir le nombre de communes en Mayenne qui sont sollicités par des porteurs privés qui vont, euh, pour l'instant c'est très rentable, ça coûte très peu cher et ils amortissent en 1 ou 2 ans cette question des batteries de stockage. Ce n'est pas une petite question et je pense que ça mériterait qu'on y Oh travaille. oui. Oh oui. Oh, et merci d'avoir fait ce rappel parce que j'aurais pu l'oublier alors que je m'étais pris des notes sur le sujet parce qu'effectivement, la question du stockage va être déterminante pour la valorisation et la réussite de ces projets. C'est une Et, et, extension au débat et on a besoin d'en et, discuter. et- Pardon? et ne pas oublier, surtout à une échelle micro, le stockage par batterie thermique. On parle Hmm. beaucoup de batterie Oui, 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 électrogénique tout le oui, temps, mais oui. la batterie thermique, Mhm. et notamment la batterie eau chaude, est un vecteur, notamment pour les collectivités, pour les particuliers, est une version de stockage au niveau micro qui est la plus intéressante sans doute financièrement et totalement sous-exploitée. Mais merci beaucoup aux uns et aux autres, et c'est vrai, mais on le voit aussi dans le monde industriel, on voit aussi qu'on peut faire ce stockage. Il existe maintenant des centrales thermiques qui stockent de la chaleur pour des industriels qui font des grosses consommations. Voilà. Eh bien, écoutez, on n'a pas fini d'en parler, mais on a des enjeux importants à satisfaire. Merci à tous d'avoir pris ce temps avec nous, et merci encore à l'équipe d'Interco qui a préparé ça. Bonne journée à tous, et surtout le meilleur été qui soit, c'est-à-dire avec des belles choses agréables, et puis voilà, du plaisir partagé. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.